Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et comme promis, je vous retrouve pour la deuxième partie de la FAQ puisque la semaine dernière, je pensais tout faire en un seul bloc. Et en fait, j'ai tourné pendant 2 heures rien que pour répondre à vos questions sur l'écriture, la publication, mes romans, etc., etc. Et si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez vu qu'elle durait déjà très longtemps, donc j'ai pas voulu abuser et j'ai décidé de couper en 2 parties. Donc la semaine dernière, on a parlé de l'écriture et cette semaine, on va parler de tout le reste. Et je vais répondre à toutes les autres questions que vous m'avez posées. Ça inclut aussi bien les livres de manière générale, genre le côté lectrice de Marie, que mon travail, que ce soit la librairie, les réseaux sociaux et ma petite vie perso. Donc sans plus tarder, sans transition, sans chichi, on y va. Vous avez attaqué hyper fort en m'attrapant justement par le callback parce que vous m'avez demandé quelle est la hauteur de ma palle. Vous m'avez dit en mètres, en pouces, en pieds, peu importe, on veut savoir combien de livres tu as dans ta palle. Et pour de vrai, au début, je me suis dit, je vais vous faire un petit plan de moi qui monte mes livres de ma pile à lire pour vous montrer qu'elle est vraiment plus haute que moi. Et en fait, je me suis dit que ça allait pas tenir parce que je pensais en avoir vraiment plus que moi. Genre, je pense que ça monte plus haut que le plafond de mon appart. Du coup, à la place, je me suis dit que j'allais les compter et j'en arrive à beaucoup. Je me rendais pas compte que c'était autant catastrophique. Sachant que dans le lot, il y a évidemment des livres qu'on m'a offerts et des livres que j'ai récupérés au travail ou quoi, mais j'ai plus de 230 livres non lus. Voilà. Donc admettons que c'est un livre qui fait, je sais pas moi, 3 cm, je vous laisse faire le calcul. En ce qui concerne la hauteur de ma palle, on atteint des sommets stratosphériques. Je sais que pour certains ça va paraître hyper indécent et j'ai conscience que ça l'est quand même, mais j'ai pas honte en fait, tout simplement parce que j'ai pas à avoir honte de quelque chose qui me rend heureuse. Et si acheter des livres me rend heureuse, bah écoutez, c'est comme ça. Et en plus je le fais avec mon argent, donc à partir du moment où ça concerne que moi, mes économies et mon banquier en PLS, à part lui, je pense que personne d'autre ne peut me faire de remarques. Après je pense pas que vous allez le faire, mais j'assure mes arrières au cas où. En fait j'ai surtout fait un constat qui m'a un peu interpellée, c'est que dans ma pile à lire j'ai majoritairement des livres de poche. Et en fait je pense que c'est des livres que j'ai repérés quand ils sont sortis en grand format. Je me suis dit ah ouais ça a l'air trop cool, mais attendons la sortie poche. Quand ils sont sortis en poche, je me suis dit let's go économie, achetons-les. C'était totalement débile comme raisonnement, on en est conscient. Et en fait à partir du moment où je les ai achetés en poche, je me suis dit oui mais on verra plus tard. Et c'est eux qui traînent le plus longtemps dans ma pile à lire. Et c'est bon à savoir parce que du coup, j'en ai oublié. Attendez, je me rends compte qu'il y en a qui tiennent le trépied que j'utilise pour filmer. Donc bon 231, 32, 33. Bon on va tabler sur 240 à peu près quoi. Anyway, qu'est-ce que je vous disais déjà? Oui, que du coup, va peut-être falloir que je me calme sur l'achat des livres de poche. Ce serait carrément plus logique que je me calme sur tous les achats, mais on va se concentrer d'abord sur les livres de poche, puisqu'apparemment c'est eux que j'achète et que je lis le plus tard. Donc voilà, c'était le petit moment un petit peu gênant de cette vidéo. Maintenant, on passe à combien de livres tout court j'ai. Parce que ça, c'est une question qui est énormément revenue aussi, c'est combien de livres tu as dans ta bibliothèque. Alors déjà, il faut savoir que il y a la bibliothèque que vous voyez derrière vous. J'en ai aussi un petit peu dans ma chambre et j'ai une toute petite étagère là-bas avec justement pas mal de livres de poche. Donc j'ai pu compter tous ceux que j'avais dans mon appart, mais j'en ai aussi chez mes parents. Chez mes parents, j'ai l'équivalent, je pense, d'une demi-bibliothèque de livres. Donc eux, bien évidemment, j'ai pas pu les compter. Mais là, actuellement, ce qui m'entoure, ce que j'ai dans mon appartement à Lyon en ce moment, à moins que j'en ai oublié un ou deux qui se soient glissés par-ci par-là, eh bien ça atteint un total de 931 livres. Alors j'ai pas compté les miens, déjà, je vous préviens, genre la carte des confins là j'ai pas compté. Et tous mes exemplaires auteurs je les ai pas comptés évidemment. Mais voilà, le reste, j'ai compté 931 bouquins. Alors ça m'a pris un petit moment, d'ailleurs j'étais obligée de faire des petits gris comme ça parce que à chaque fois j'arrêtais pas de m'embrouiller en mode j'étais là... 202, mince, j'étais à combien? Non, une vraie débile. Donc voilà, 931 livres, je sais pas ce que j'en pense. Je pensais que j'en avais plus, en même temps quand tu regardes c'est presque 1000, c'est énormous. En même temps je pensais que j'en avais moins, mais non, 931. Donc voilà, ça répond à votre question. Si jamais, alors c'était il y a déjà un moment, mais j'ai fait un bookshelf tour sur cette chaîne. Je vous mettrai le lien par ici et dans la barre des descriptions. C'était il y a déjà un petit moment, donc il y a eu pas mal de changements puisqu'entre temps j'ai acheté beaucoup de livres et j'ai réorganisé mes bibliothèques, etc. Donc peut-être que je vous en referai un et je vous en referai probablement un quand j'aurai installé ma nouvelle bibliothèque dans mon prochain appart, mais ce sera du coup dans un long moment. On m'a aussi demandé du coup le prix total de tous mes livres, mais ça les gars c'est impossible à estimer parce que déjà il y a des livres que j'ai achetés il y a super longtemps. Depuis c'est sûr que leur prix a changé. Il y en a aussi beaucoup qu'on m'a offert. Il y a énormément de services de presse. Il y en a que j'ai échangé avec des amis, que j'ai trouvé d'occasion. Enfin c'est impossible en fait de savoir réellement combien j'ai payé tous ces livres là. Et au final, on s'en fiche un peu dans le sens où l'important c'est que j'ai beaucoup de livres et qu'il y a une petite fortune derrière moi, ça c'est sûr. Et je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, si t'analyses, si un jour des voleurs s'introduisent chez moi, ils vont essayer de prendre des trucs de valeur. Donc ils vont prendre mes bijoux, même si la plupart c'est des trucs en toc. Ils vont prendre mon PC, mon iPad. Mais alors par contre, mes livres, ils y penseront jamais. Alors que les gars, c'est là qu'il y a de la thune. Hein. Voilà, après, je pense honnêtement que je préférerais qu'on me vole mon iPad plutôt que mes bouquins.
Pas mon Mac. Mon PC, franchement, ça me ferait un peu chier. Mais mes livres, ça me ferait encore plus chier, mes bébés. D'autant plus que j'ai certaines éditions qui sont pas forcément celles qui valent le plus cher, mais c'est celles qui ont le plus de valeur à mes yeux. Enfin, typiquement mes collecteurs de Percy Jackson, par exemple, je les ai pas payés extrêmement cher, mais c'est juste que comme c'était des éditions limitées, bah voilà, c'est mes petits bébés. Voilà, un petit peu en lien avec cette question, on m'a demandé du coup comment j'organisais ma bibliothèque et je saurais pas trop vous expliquer comment en fait. Je fais par maison d'édition et après dans la maison d'édition j'essaie de faire par couleur, mais il n'y a pas une logique incroyable, c'est-à-dire que j'essaie de vous montrer un peu, mais là vous avez des PKJ, mais il y en a aussi un petit peu là parce que du coup j'avais plus de place sur les étagères ici. Après j'ai enchaîné avec les lumens, mais du coup il y en a aussi un petit peu là parce que ça dépassait, enfin c'est pas très logique ce que je fais. Et même quand je vous dis que au sein de la maison d'édition j'essaie de ranger par couleur, c'est pas totalement vrai, j'essaie juste de faire en sorte que ce soit à peu près harmonieux quoi. Donc franchement mon organisation, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas foufou. J'ai aussi celle-ci où il y a pas mal de mes préférés, enfin c'est un peu n'importe quoi. Hein, voilà, je l'assume. Par contre j'ai une petite desserte sur le côté dans laquelle il y a toute ma palle. Enfin, comme on l'a appris maintenant, 230 livres ne rentrent pas dans une desserte Ikea, donc on va dire qu'il y a la majorité de ma palle. Et à côté de mes grandes bibliothèques ici, j'ai une petite bibliothèque, enfin une demi-bibliothèque, et là c'est mes services de presse et une autre partie de ma palle. Ce qui n'empêche pas que des fois, là derrière, il y a des livres que j'ai pas lus, mais grosso modo, ça s'organise comme ça. Lus, pas lus, ils sont pas dans le cadre, je pense. Voilà, je sais pas si ça vous apporte grand chose de savoir ça, je n'ai pas d'organisation, je fais juste comme ça me paraît joli. As-tu encore de la place sur tes étagères? La réponse est très logiquement non. Franchement, j'ai fait du tri il y a pas très longtemps, mais ça déborde de tous les côtés et surtout, je commence à galérer parce que je voudrais qu'ils soient tous bien alignés, qu'ils se voient tous très bien. Je voudrais que ceux qui soient beaux soient en face pour qu'on puisse voir leur belle couverture. Sauf que là, c'est carrément plus possible. Du coup, je suis obligée des fois de mettre des livres dans un sens puis dans un autre. Le plus critique, c'est l'endroit où j'ai mis la romance. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, c'est derrière moi, où j'ai carrément dû faire 2 rangées. Parce que derrière il y a des livres et devant j'ai mis la romance. Et progressivement elle empiète sur les étages du bas en se mettant devant les autres livres, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est pareil, ça aussi il va falloir que j'y repense et que je réorganise un petit peu ce système. Mais encore une fois ça va attendre que je sois dans mon nouvel appart où j'aurai beaucoup plus de place et où je pourrai s'il faut diviser entre ma chambre, le salon, le bureau, enfin voilà, je verrai en fonction. Mais non, je n'ai plus de place, clairement je n'ai plus de place. Ce qui m'amène à la prochaine question que vous m'avez posée aussi, c'est est-ce que tu fais le tri dans ta bibliothèque? Je suis obligée les gars, je suis obligée parce que entre tout ce que j'achète et entre tout ce que je reçois, mon appartement en fait ce serait plus un appartement, ce serait des livres de partout. Donc déjà il faut savoir que les livres que moi j'achète, quand je les ai aimés, évidemment je les garde, donc je tente tant bien que mal de leur trouver une place là-dedans. Quand je les ai moyennement aimés ou que je sais que je les relirai pas, soit je les revends, soit je les donne à des amis. Ça m'est aussi arrivé de déposer des livres dans le hall de mon immeuble pour que mes voisins puissent les prendre, ou de les déposer dans des boîtes à livres. S'il s'agit de services de presse que je n'ai pas aimés ou que je ne veux pas garder tout simplement, soit je les amène au travail pour que mes collègues libraires ou autres, d'ailleurs tous mes collègues, pas forcément les libraires, puissent les lire. Et quand là-bas aussi il y en a trop, ça nous arrive de faire un tri et on donne soit à des associations, soit à des bibliothèques, enfin voilà. On essaie de faire en sorte que les livres ne partent pas à la poubelle parce que même si c'est des épreuves non corrigées qui ne peuvent pas être vendues, c'est quand même hyper frustrant de savoir que ça peut partir à la benne. Il faut faire attention quand c'est des épreuves non corrigées ou des services de presse parce que souvent c'est pas les versions définitives. Donc c'est possible que le texte change un petit peu et c'est pour ça aussi que même les bibliothèques, les médiathèques, c'est un peu embêtant de leur donner. Mais après eux ils en font ce qu'ils veulent. Enfin s'ils veulent les donner après à leurs lecteurs, s'ils veulent, je sais pas moi, faire de la déco avec, ils se débrouillent. Mais nous ça nous fait mal au cœur en tout cas de les jeter. Et moi c'est d'autant plus le cas, j'ai jamais jeté un livre de ma life. Et en ce qui concerne du coup mes services de presse, je termine, soit je les amène à mes collègues, soit je les dépose dans des boîtes à livres, soit encore une fois je les donne à des amis. C'est pas toujours évident de faire du tri parce qu'il y a des livres, tu les as bien aimés, tu sais que tu les reliras pas forcément, mais tu dis oui mais je l'ai quand même bien aimé, j'aimerais bien le garder, et puis tu vois, t'as pas envie de t'en séparer, mais à un moment donné il faut, c'est obligé. Et là j'ai la chance d'avoir un appartement assez grand, donc depuis quelques années j'ai plusieurs bibliothèques, j'en ai 5 voire on va dire allez 6 si on combine toutes les autres pour compléter la petite. Mais avant d'habiter dans cet appartement, j'habitais dans un petit studio de 20 mètres carrés et là c'était encore plus compliqué parce que c'est l'époque où j'ai commencé à recevoir beaucoup de services de presse et j'avais clairement pas la place de tout stocker. Donc j'en avais rapatrié chez mes parents, enfin bref ça a été tout un micmac. Et malgré ça, malgré les tris que je fais, j'en ai toujours beaucoup trop et je suis déjà en train de penser à quand je vais déménager. Encore une fois c'est dans plus d'1 an, hein, donc calme-toi Marie. Mais je suis déjà en train de me dire mais tous ces cartons de livres, s'il fallait déménager que le reste de mon appart, genre mes meubles, mes fringues et tout, franchement 1 ou 2 voyages ce serait plié. Mais alors là avec les cartons de bouquins, ça va être une horreur.
Et c'est lourd en plus, ces merdes. Enfin bref, il faut que je commence à me préparer psychologiquement et que je commence à préparer aussi mes proches qui vont m'aider à porter ces cartons de livres. On m'a demandé comment est-ce que tu fais pour lire autant et je pense avoir déjà un peu répondu dans une vidéo précédente, je me souviens plus trop laquelle parce que je parle trop. Mais grosso modo, le truc de base à savoir c'est que j'ai toujours lu vite. En fait, c'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu faire, mais dès que j'ai appris à lire, vu que j'aimais beaucoup ça, et ben j'ai beaucoup lu et j'ai toujours lu vite à tel point que mes parents trouvaient ça horrible parce que c'était genre tu m'achetais un livre quand même à 7 ans, hein, tu m'achetais un livre le samedi à midi, le samedi soir je l'avais fini, ce qui est quand même pas le but et ce qui n'est pas très économique pour les parents. Donc c'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais j'ai toujours lu vite et en plus forcément plus tu lis, plus tu t'entraînes entre guillemets et plus tu tombes un peu dans cette spirale de rapidité. Enfin, c'est pas vraiment une spirale de rapidité, je sais pas trop comment le dire, mais à force de pratiquer quelque chose, bah tu le fais de plus en plus facilement. Et moi, la lecture, plus je la pratique et plus je le fais vite. Je sais pas si c'est très logique ce que je vous raconte. Mais j'ai pas pris de cours de lecture rapide, j'ai pas lu des tips de lecture rapide ou quoi que ce soit. Du coup, je peux pas du tout vous en parler parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment de la lecture rapide ce que je fais parce que mes yeux scannent la page parfois, mais de manière générale, je lis quand même tous les mots. Enfin, je sais pas, c'est très complexe cette histoire. Moi, ça me dépasse un peu. Et donc, première chose, je lis beaucoup parce que je lis vite. Deuxième chose, je lis beaucoup parce que j'aime ça. C'est con, hein, dit comme ça, mais c'est la vérité. Vu que j'aime ça, je me dégage énormément de temps pour lire. Le soir, quand je rentre du travail, en général, je mange, voilà, je regarde un épisode d'une série, etc. Je pourrais regarder 4 épisodes d'une série ou un film ou des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Mais je me restreins à un épisode ou un bout de film ou une vidéo. Et après, je vais lire et je peux lire pendant 2-3 heures non-stop. Pareil sur ma pause du midi, je pourrais sociabiliser avec mes collègues. Mais je décide de sociabiliser un petit moment et après d'aller lire pendant au moins une demi-heure. Je lis dans les transports en commun. C'est plein de petits bouts en fait, c'est pas forcément des choses qui paraissent énormes, mais combiné, ça explique que bah du coup, si en plus tu lis vite et que tu trouves du temps pour lire, bah forcément tu lis beaucoup. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit, je sais que ça peut être frustrant quand tu vois quelqu'un qui lit énormément alors que toi t'es en détresse et que t'arrives pas à lire 2 pages. Mais déjà, rappelez-vous que c'est pas une compète, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Et ensuite, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous déjà la même facilité au niveau du rythme de lecture. Certains comme moi vont lire très très vite tout en réussissant quand même à s'imprégner du livre. Et d'autres, s'ils essayent de lire vite, ils vont passer totalement à côté de l'histoire, donc ça n'a aucun intérêt. En fait, la quantité, on s'en fout, l'important c'est la qualité. S'il te faut 2 mois pour lire un livre, écoute, tant pis. L'important c'est que tu l'as apprécié et que t'as passé un bon moment. Après oui, c'est frustrant, j'en ai conscience, mais c'est un peu comme tout, moi je suis incapable de dessiner quoi que ce soit de potable et c'est pas pour ça que je vais aller dire aux gens qui savent super bien dessiner, tu devrais dessiner un peu moins bien s'il te plaît. Je dis ça parce que ça arrive que des gens me disent mais calme-toi en fait avec ton rythme de lecture. Mais non, j'ai pas envie de me calmer. Moi ça me fait du bien, j'en ai besoin en fait de lire, c'est ma thérapie, c'est mon échappatoire au monde quotidien et à tous les problèmes qu'on peut y rencontrer. Donc si j'ai envie de lire pendant 4 heures non-stop et de faire des nuits blanches à lire et de pas sociabiliser, de pas sortir, allons-y. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Je sociabilise, hein, je vous rassure. J'ai des amis, j'ai des potes, je pars en vacances, je vais au resto, je vais au ciné, je sors, je fais des trucs promis. Mais il n'empêche que je suis célibataire et que j'ai pas d'enfant à ma charge, j'ai pas de personne à qui je dois m'occuper, j'ai même pas de chien ou de chat à sortir. Enfin, je sais pas si on sort vraiment les chats d'ailleurs, mais bon, bref, vous avez compris. Oui, j'ai 1 million de trucs à faire à côté, que ce soit mon travail forcément, l'écriture, les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai quand même ce temps pour moi que je peux consacrer à la lecture. Voilà, j'ai l'impression que je m'étends beaucoup trop sur ce sujet, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je vous avoue que ça me pèse un peu de voir des gens qui disent « Oh là là, mais je suis trop un mauvais lecteur, j'ai lu que 1 livre ce mois-ci, mais on s'en fout !» Et pareil pour les gens qui font des remarques en mode « Non mais elle, c'est sûr qu'elle lit pas ses livres en entier, c'est pas possible, on peut pas lire autant et tout, mais franchement, occupez-vous un petit peu de vos fesses, s'il vous plaît. » Quel intérêt on aurait à vous mentir, à vous dire qu'on a lu plein de livres alors que c'est faux, ou qu'on les a lus en diagonale, ou que on a sauté des pages, enfin il n'y a aucun intérêt en fait. Ou alors faut me l'expliquer parce que moi je suis passée totalement à côté. Et pour ceux qui pensent que c'est une question d'argent, de partenariat, des réseaux sociaux et tout, on gagne pas 5000 balles à chaque fois qu'on dit qu'on a fini un livre, hein, donc calmez-vous. Voilà, je sens que je commence à m'échauffer un peu. Le message, c'est le même que d'habitude. Lisez pour vous, faites ce que vous voulez, comme vous pouvez, comme vous le voulez. Et éclatez-vous, on s'en fout que vous lisiez 50 000 livres ou 2. Alors oui, quand tu lis plus, tu as plus de choses à partager sur les réseaux sociaux. Moi, si je lisais 2 livres par mois, c'est sûr que mes vidéos haul, bilan et même mes vidéos de manière générale, elles seraient un petit peu moins fournies. Mais je suis sûre qu'on trouverait quand même de quoi parler. Donc même si vous êtes sur les réseaux ou si vous avez envie d'être sur les réseaux et de parler de lecture et que vous n'êtes pas un gros lecteur ou une grosse lectrice, c'est pas grave, on trouvera d'autres solutions pour échanger. Je suis une lectrice, vous êtes des lecteurs et c'est très bien comme ça. On m'a demandé si j'avais un carnet pour suivre les lectures que je faisais.
Et tout à fait, depuis que j'ai commencé YouTube en particulier, parce qu'avant je notais pas du tout, mais quand j'ai commencé YouTube et notamment pour m'organiser pour les vidéos bilan et haul, et ben j'ai commencé à tout noter sur un petit carnet, je vais vous le montrer. C'est pas palpitant, ne vous excitez pas. C'est un carnet que j'ai récupéré qui est, écoutez, plutôt joli. Et du coup que j'ouvre comme ça et je note du coup les lectures que j'ai fait en novembre et les livres que j'ai reçus en novembre. Donc je note le titre et à côté je marque si c'est un service de presse, un achat ou un cadeau ou quoi que ce soit. Ça sert à rien, c'est juste moi pour garder un peu la trace. Parce qu'après j'ai quand même une petite organisation au niveau de mes services de presse pour vérifier que je les lis quand même dans un délai assez court pour la maison d'édition. Et pareil pour le côté lecture où je mets du coup le titre, si j'ai aimé je mets un petit cœur à côté. Et je mets si c'est un service de presse ou quoi. Et ça me permet de savoir si j'ai lu beaucoup de services de presse ou si au contraire je me suis fait des petits kiffs en lisant des livres que j'avais achetés. Enfin voilà, j'essaye de garder une petite trace comme ça. Mais en réalité ça sert pas à grand chose, hein. C'est plus moi pour mon petit côté psychorigide intérieur. Par contre ce que j'utilise et que je trouve très utile c'est Goodreads, c'est l'appli, enfin moi je l'utilise en appli mais il y a aussi bien sûr sur l'ordinateur. Sur l'internet, Mamie Marie. Et Goodreads, j'aime vraiment bien parce que du coup, ça te permet de retracer tes lectures, mais sur, moi, du coup, maintenant sur des années. En plus, quand je l'ai fini, je mets ma petite note en étoile, mais ça pour moi, c'est pas très révélateur. Je mets surtout un petit paragraphe avec mon avis, ce qui est hyper utile parce que tu peux te souvenir d'un livre que t'as lu il y a 4 ans. Moi, ça me pose pas de problème. Par contre, te souvenir vraiment ce que t'avais aimé, pas aimé. Enfin, des fois, c'est très bien d'avoir un petit avis, même assez court, qui te permet de vraiment recentrer sur ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, ce que t'en as pensé, quoi. Donc vraiment, moi, l'appli Goodreads, j'aime énormément. Mais je vous parle de Goodreads parce que j'ai testé que elle, parce que dès que je suis arrivée sur les réseaux, on m'a dit Goodreads. Du coup, moi j'ai foncé Goodreads, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a Babelio, il y a Booknode, je crois qu'il y a Glyph pour les BD, mais je crois que c'est que pour les BD. Je suis sûre que j'en oublie plein, c'est même évident, mais c'est en gros des applis ou des sites qui peuvent vous permettre de faire un peu comme un carnet de lecture, mais en ligne, et parfois c'est beaucoup plus simple à gérer. On m'a demandé si tu ne devais sauver seulement que 5 livres de ta bibliothèque, lesquels ce seraient? Et franchement les gars, c'est trop dur. Parce que instinctivement j'ai envie de sauver mes séries préférées. Mais même dans mes séries préférées, j'ai 50 000 versions. Donc en fait, il faut que je choisisse une version de mes séries préférées. Et 5 livres, c'est vraiment pas beaucoup parce que ça veut dire un tome de Percy, un tome de Hunger Games, un tome de Six of Crows. Sachant que j'ai aussi des collecteurs, genre Le Pont des Tempêtes. Je veux le garder, c'est pas possible. Donc non, vraiment, 5, c'est inhumain. Vous savez quoi, je vais même faire comme si je n'avais pas vu cette question. Quel est ton top 5 de lecture? Alors on m'a proposé, parce qu'encore une fois c'était beaucoup trop difficile, de faire un top 5 en fonction des genres. Du coup top 5, on va dire young adulte, un peu fantasy, etc. Bien évidemment nous avons Percy Jackson, Hunger Games, Six of Crows, La Quête des Willan, enfin les romans de Pierre Bottero de manière générale. Et en 5e position, il y en a tellement que je voudrais mettre. Genre instinctivement je pense à Rebelle du désert parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga et c'est toujours le cas. Mais j'ai envie de vous surprendre, de vous déstabiliser un peu et du coup je vais mettre Divine Rivals. Voilà, je l'ai lu il y a pas très longtemps, je vous en ai parlé moult fois sur cette chaîne, mais gros coup de cœur. D'ailleurs le tome 2 sort bientôt, je l'ai précommandé dans la librairie anglophone où je vais toujours et j'ai trop hâte. Ensuite, si on fait un top 5, genre en fantasy, pas forcément ado, on a bien évidemment Le Pont des Tempêtes. Moi, je mets Legendborn dans cette catégorie-là parce que vu que c'est quand même très dense et assez complexe, bah franchement, je pense que ça peut totalement rentrer dans cette catégorie. Un peu pour les mêmes raisons, je mettrais genre Red Rising et La Vie invisible d'Adi Larue et je sais plus à combien j'en suis, je crois qu'il m'en manque un, mais bon. Et enfin, petit top 5 en romance. Alors là, je suis obligée de mettre Check and Mate de Ali Hazelwood. C'est son dernier sorti, je l'ai terminé il y a pas très longtemps et franchement, j'ai tellement kiffé les gars, c'est impossible de ne pas le citer. En plus, c'est une romance, mais sans vraiment de smut, donc franchement, ça passe total pour un ado. Enfin, pour le moment, il est que en anglais, mais si vous avez des ados qui lisent en anglais, let's go. Donc, Check and Mate. Ensuite, évidemment, Off Campus, enfin, surtout le premier, The Deal. Icebreaker ensuite, puisque évidemment, les hockeyeurs, j'adore. Ensuite, je dirais la plupart des romans de Sarah Morgan, et pour finir, la plupart des romans d'Emily Henry. Enfin, tous les romans d'Emily Henry, en fait. À ce compte-là, j'aurais mieux fait de faire des auteurs en fait. Que du coup, ça aurait fait Emily Henry, Ali Hazelwood, Sarah Morgan. Ouais, c'était peut-être plus simple de faire comme ça, mais bon, trop tard, c'est fait. On m'a demandé quel est le livre qui m'a vraiment fait kiffer la lecture. Et franchement, je pense que c'était Le Club des 5. J'ai un peu changé de style depuis. Mais parce que avant même de lire La Quête des Willan, les Percy Jackson, Harry Potter, le Livre des Étoiles, tout ça, bah, je me souviens avoir lu Le Club des 5 et je me souviens avoir été à fond. Donc ça veut dire que même si c'était pas le style que j'allais préférer par la suite, c'était déjà quelque chose qui me happait. Genre c'était vraiment le fait de lire et de m'échapper et de m'évader qui me fascinait et que j'aimais trop. Après si c'est vraiment découvrir toute la richesse des univers qu'on pouvait rencontrer, on part sur le même tiercé gagnant, c'est-à-dire Percy Jackson, La Quête des Willan et Le Livre des Étoiles. Dans quel livre aimerais-tu te réincarner et dans quel personnage? Ma première pensée, ça a été de dire Hunger Games pour Pécho Finnick, mais on sait tous déjà que Hunger Games c'est une très mauvaise idée. Et surtout, on sait tous que je n'aurais jamais réussi à Pécho Finnick, donc on va oublier ça très vite. Et vraiment, je pense me réincarner dans les livres de Rick Riordan. Alors oui, si je peux pécho Percy, je dis pas non, mais surtout parce qu'en fait, il a réussi à faire un monde qui est
hyper intéressant, tu sais qu'il y a des dangers, mais la colonie des sans-mêlés, franchement, mais moi j'y vais quand vous voulez. Ils ont des petits moments, c'est pas la joie, etc. Mais dans l'ensemble, ils sont plutôt safe. Il y a des animations, les petits bungalows, un peu colonie de vacances, mais franchement, je pense que je kifferais. Il y a des Pégases en plus, donc moi j'aimerais trop faire un petit tour dans le ciel. Donc oui, c'est un peu cliché, c'est très prévisible de ma part, mais je vais répondre les livres de Rick Riordan. Et si je devais par contre me réincarner en quelqu'un, franchement une dryade du camp, une nymphe du camp, je pense que ça irait parce que t'es dans le camp donc t'as pas normalement à te soucier des dieux qui risquent de te pécho, mais tu restes dans le camp puis t'as un petit peu de magie. Enfin je sais pas, ouais, je pense que ça ce serait le bon plan. Je veux pas être un demi-dieu parce que c'est beaucoup trop galère. Moi je suis un tel boulet que je mourrais à ma première quête. Je pense que je rejoindrais même pas la colonie. Je me ferais défoncer par un monstre bien avant. Donc trop risqué. Par contre, ouais, une petite nymphe, pourquoi pas. La nymphe des conneries sans doute. J'ai parlé de Percy et Fifi et vous m'avez justement posé la question quel était ton top 3 de book boyfriend hors Percy, Fifi et Bucky. Donc concrètement, il reste plus personne. Non, je rigole, j'en ai 1 500 000 à part eux, mais eux, c'est vraiment mon top 3. Et Percy et Fifi, en plus, ils sont là. Fifi, il faut que je le respecte. Et Percy et Finnick, en plus, ils sont là depuis hyper longtemps, depuis que j'ai lu le livre, donc vraiment une éternité. J'ai passé plus de temps avec mes book boyfriends fictifs qu'avec de vrais boyfriends, donc tout va bien. Mais si j'ai pas le droit à Percy, Fifi et Bucky, qui est-ce que je choisirais? Alors, vous allez me prendre pour une grosse psychopathe, mais Kaz Breaker dans Six of Crows, parce que c'est le genre de mec, je sais qu'il est effrayant, je sais qu'il est un peu psychopathe, tu vois. Mais en même temps, ouais, j'ai peut-être des petits soucis moi quand même. Hein. J'ai aussi depuis très longtemps un énorme crush sur le personnage de Yann dans Les âmes vagabondes. Ah tiens, lui aussi j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans ma sélection top 3 fantasy adulte. Enfin bref, c'est trop tard, on va pas revenir dessus. Je disais donc Yann dans Les âmes vagabondes parce que ce personnage, mais je l'ai tellement kiffé. Et lui pour le coup, c'est un gentil tout doux, tout mignon, je l'adore. C'est pas un psychopathe comme Kaz, donc ça équilibre un peu, tu vois. Et en 3, c'est un peu difficile. Et surtout, est-ce que j'ai le droit de tricher? Est-ce que j'ai le droit de choisir un personnage de mes romans? Parce que si c'est le cas, je choisis Blake ou éventuellement le love interest du prochain tome. Que je vais pas trop vous en révéler, mais perso, je l'adore. Voilà, je vais vous laisser là-dessus pour que vous puissiez cogiter un petit peu sur le potentiel love interest du prochain tome de la carte des confins. La question suivante va me faire redescendre d'un coup puisqu'on m'a demandé si Percy et Finnick sont au bord d'une falaise et tu ne peux en sauver qu'un, qui choisis-tu? C'est hyper cruel. Pourquoi me faire souffrir comme ça? Pourquoi être des psychopathes vous aussi? Et en réalité, je vais totalement contourner l'obstacle en disant que en bas de la falaise, il y a de l'eau. Et Percy, il est déjà tombé de falaise, il est tombé d'endroits beaucoup plus haut que des falaises. Donc s'il y a de l'eau en bas, il va s'en sortir. Donc on va dire qu'il y a de l'eau. Donc je laisse Percy sauter, je sauve Finnick et on se rejoint tous les trois puis on va se faire un resto. Voilà! Si tu devais partir vivre sur une île, quel personnage emporterais-tu avec toi? Ça aussi c'est chaud parce que j'ai envie de répondre Percy, mais en vrai je pense que le tel boulet qu'il est, je pèterais un câble très rapidement. J'ai envie de dire Finnick parce qu'en plus lui il sait se débrouiller, donc tu vois il s'en sortirait bien, mais je pense que je serais trop déconcentrée par Finnick. Vous voyez ce que je veux dire? Sa plastique de rêve là, moi ça me... Pouf. Donc en vrai je pense que je prendrais quelqu'un du style Annabeth dans Percy Jackson aussi, parce qu'elle est hyper intelligente, donc elle aurait plein de tutos pour nous faire survivre sur une île. C'est quelqu'un d'organisé et tout, donc je pense qu'on est un peu sur la même vibe. Bon, elle est aussi hyper mignonne, donc peut-être que je serais déconcentrée par sa plastique de rêve, mais un peu moins je pense quand même me connaissant. Je pense vraiment qu'avec elle j'aurais des chances de survie. Enfin, grâce à elle, parce que moi j'apporterais pas grand chose à notre alliance, je pense. Un peu dans la même vibe, j'aurais pu choisir Katniss, mais je sais pas si on s'entendrait très bien. Je pense que déjà elle m'impressionnerait beaucoup trop. Et puis elle a quand même son petit caractère, la Katniss. Hein. Donc non, je vais rester sur Annabeth. Et oui, depuis que cette vidéo a commencé, je ne cite que 2 livres, Percy Jackson et Hunger Games, et j'assume, ça ne change pas beaucoup, de d'habitude. Le fait que je cite que ces 2 livres-là, hein, pas le fait que j'assume mes conneries. Encore que... Voilà, c'est la question qui m'oblige à reparler d'une série dont j'ai parlé déjà 1 milliard de fois. On me demande si j'aime Six of Crows. Évidemment, le sang de la veine. Et quel est mon personnage préféré? Donc j'ai un peu répondu tout à l'heure, puisque en grosse personne qui a des soucis, qui se respecte, je pense que mon personnage préféré est Kaz. Ils sont tous hyper intéressants, ils sont tous hyper attachants, et ils ont tous un background qui est hyper travaillé, mais Kaz en particulier, son histoire, elle m'a bouleversée, et son évolution aussi m'a fascinée. Et pour ne rien cacher, il est hyper mignon, et il a ce côté un peu, tu sais... mais moi c'est ça je pense ma faiblesse. C'est le côté l'homme un peu brisé qui fait semblant avec son sarcasme et ses petites remarques un peu comme ça là. C'est le même, vous remarquerez, c'est le même schéma que chez Finnick et chez bien d'autres. Donc ouais, let's go pour Kaz. On m'a demandé quel est le livre que j'ai lu le plus rapidement et j'ai pas un livre précis à vous citer en vrai. Tout ce que je peux vous dire c'est que les romances en général, je les lis hyper vite. Genre un livre de poche en romance, typiquement The Deal, je peux vous le lire, je pense, en une après-midi, quoi. Si je m'arrête pas en 4 heures, c'est torché. Et sinon, un livre où je me souviens l'avoir lu quand même très très vite et surtout avoir fait une quasi nuit blanche pour le terminer, c'est le 2e tome de Red Rising parce que c'était tellement prenant et j'aime tellement cette saga que je pouvais pas m'empêcher en fait de tourner les pages. Je me disais encore un chapitre. Bon, Marie, il est 2 heures du mat. Bon, allez, encore un chapitre. Marie, il est 4h30 quand même. Allez, encore un chapitre. Je vous effuie pas ma tête le lendemain au travail. Mais du coup, logiquement, je l'ai lu hyper vite puisque je n'ai pas pu m'arrêter.
Je sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais bon. La question suivante a été tournée de manière à me flatter un petit peu, je pense, puisque on a dit, mis à part La Carte des Confins, quel est le best livre à propos de piraterie? Donc déjà, merci beaucoup de penser que La Carte des Confins, c'est un bon livre sur la piraterie. Petit disclaimer, je le rappelle au cas où, il y a de la piraterie, mais il y a aussi beaucoup de romances, donc ne partez pas en pensant que c'est que piraterie. Enfin, bref, c'est encore un autre sujet. Revenons-en à la question. Je saurais pas dire quel est le best livre, parce qu'en plus, il y en a plein qui me font de l'œil que j'ai pas encore lu, mais moi, je sais que j'ai adoré Daughter of the Pirate King. Attendez, il est sorti en français depuis, comment il s'appelle? Bah, La fille du roi des pirates, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je sais que beaucoup l'ont trouvé extrêmement cliché, mais moi j'ai adoré toute l'ambiance, j'ai adoré les personnages, leurs relations, la petite pointe de magie et tout, franchement j'ai kiffé. J'ai bien aimé Le Royaume Assassiné, c'est loin d'être mon préféré, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, mais c'était très sympa. Et après en vrai, c'est un peu différent, mais je dirais Steam Sailor. Parce que c'est des pirates dans l'air, donc on n'est pas tout à fait sur la même vibe, mais l'ambiance elle est là, les personnages sont ouf, l'univers est incroyable, donc franchement, je dirais Steam Sailor. Lisez Steam Sailor, c'est une pépite. On parle ensuite d'adaptation puisqu'on m'a demandé quelle est l'adaptation ciné ou série qui t'a le plus déçu, celle que tu trouves la plus fidèle ou la plus réussie. Donc franchement, la plus décevante, ça se joue à pas grand chose pour moi, j'ai pas vu toutes les adaptations qui existent, hein. Mais ça se joue entre Percy Jackson et Eragon. Parce que en soi, je pense que c'est pas des mauvais films, c'est juste que c'est pas des très bonnes adaptations à mes yeux. Il y a des trucs qui ne suivaient pas l'intrigue générale, au niveau des personnages, au niveau des petites modifications qui ont été faites qui n'avaient pas vraiment de sens. Je trouve que c'est des bons films, mais pas des bonnes adaptations. Enfin, et encore, bons films, c'est à débattre, mais vous avez compris. Par contre, excellente adaptation, je trouve que les Hunger Games, tous du coup, parce que maintenant on a vu le dernier, ils sont incroyables. C'est-à-dire que là aussi, il y a des changements qui ont été faits, mais ça ne dénature pas l'histoire, ça ne dénature pas les personnages, leurs relations ou l'ambiance générale qu'il y avait dans les livres. Typiquement dans Hunger Games, oui, normalement, c'est la fille du maire, Madge, qui donne la broche de Gémoker à Katniss, et c'est pas quelqu'un à la plaque qui lui donne. Et oui, ça a une symbolique et ça a un lien, puisque la tante de Madge était allée dans les jeux. Enfin voilà, il y a toute une histoire, bien sûr, qui relie ça à Madge et à sa broche et à Katniss, et à la rébellion. Mais au fond, ça fait mal au cœur d'abandonner ces détails en tant que lecteur, mais quand tu regardes le film, tu te dis c'est un détail au final. L'important c'est de voir le symbole que devient le Gémoker. Donc oui, ils ont changé des choses, ils ont fait des concessions, des compromis, mais l'ambiance reste là et l'intrigue reste là et franchement, mais masterpiece. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce dernier mot en anglais. Quel est le plus vieux livre dans ta bibliothèque? Alors là, du coup, je peux pas trop répondre à cette question non plus parce que je pense qu'ils sont chez mes parents. Ça doit être typiquement mes collections de la bibliothèque verte, puisque en plus, c'est des livres qu'un ami de mes parents m'avait offert. Et du coup, c'est même pas les dernières versions de la bibliothèque verte, c'est les versions un peu cartonnées avec le dos rigide qui sont toutes jaunies et qui sentent un peu la poussière, mais que j'aime trop parce qu'elles ont une valeur sentimentale. Après, si vous parlez du plus vieux livre dans ma bibliothèque, genre celui que j'ai acheté mais que je n'ai toujours pas lu, on parle toujours du même, c'est-à-dire Si je t'ai rêvé de Francesca Zappia, que j'ai acheté au salon de Montreuil, genre en 2015 ou 16 ou une connerie comme ça, et que je n'ai toujours pas lu. Enfin, du coup, c'est pas forcément le plus vieux livre de ma bibliothèque, mais le plus vieux livre de ma palle. As-tu déjà abandonné des lectures et si oui, lesquelles? Alors franchement, je n'arrive pas à me souvenir d'un jour où j'ai abandonné un livre. Vu que je lis hyper vite, l'avantage que j'ai, c'est que si je n'aime pas un livre, bah je sais que de toute façon, il va pas me bloquer pendant 4 mois, tu vois. Donc je me force à continuer, je lis un peu en diagonale si certains passages, je vois qu'ils ont pas d'intérêt, style les descriptions du château, tout ça, je m'en fous un peu. Parce que de toute façon, je sens que j'accroche pas au livre, donc ça sert à rien de s'acharner, mais parfois j'ai quand même envie de savoir comment ça se finit, j'ai envie de voir s'il y a pas un petit truc qui à la fin va faire remonter mon avis sur le livre, on va dire. Et de manière générale, je déteste abandonner l'histoire en cours de route parce que je pense que je suis trop curieuse. En fait, je pense que j'ai un peu le syndrome de FOMO, vous voyez ce que je sais. Je suranalyse beaucoup trop. J'ai un peu de fear of missing out. Ça s'applique à plein d'aspects de ma vie de tous les jours, hein. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a une conversation de groupe, les gens peuvent envoyer 150 000 messages qui n'ont aucun intérêt pour moi. Je ne désactiverai pas les notifications parce que je ne veux rien louper. Je peux être en vacances et mes collègues sur le groupe de discussion envoient des messages. Je sais que j'ai besoin de déconnecter, je sais qu'il faut que je déconnecte, mais je regarderai quand même parce que j'ai trop peur de manquer un truc. Et c'est un peu pareil avec les livres, tu vois. Je supporterai pas d'avoir commencé à explorer l'univers, à avoir connu les personnages sans en fait les accompagner jusqu'à la toute fin. C'est un peu bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Donc je crois pas avoir déjà abandonné un livre. Par contre, ça m'est évidemment arrivé de ne pas accrocher et de sauter des pages ou alors de lire. La plupart du temps, je fais ça. Je lis genre vraiment en diagonale pour voir un peu ce qui se passe. Et puis je me rends compte que finalement, j'aurais pas dû parce que j'ai perdu du temps à lire en diagonale. Mais au moins, j'ai terminé le livre et j'ai un peu cédé à mon FOMO. On m'a demandé quel est le livre qui m'a le plus fait pleurer. Et il y en a beaucoup, hein. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien encore une fois dans la barre de description et par ici. Il y en a énormément parce que j'ai la larmichette très très facile. Donc déjà rien que Hunger Games par exemple, vous imaginez facilement que c'était le
Niagara. Mais je crois que un de ceux qui m'a le plus fait pleurer, c'est Les Derniers Jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Déjà parce que le thème est pas facile, ça parle d'une jeune femme qui a une maladie incurable et qui en fait c'est ses derniers jours, clairement comme l'indique le titre. Mais aussi et surtout parce que le style d'écriture était tellement beau et en même temps il y avait cette alternance entre humour et bim, prends-toi ça dans la gueule, qui faisait que, tu sais, je savais pas, mon cœur il savait plus. Il était chahuté, bouleversé, on lui tapait dessus, puis après on lui faisait des caresses, il savait plus où donner de la tête et du coup c'était les larmes en permanence. Donc c'est le premier auquel je pense, mais il y en a d'autres qui m'ont évidemment fait pleurer tout ce que j'ai. Quels sont tes mangas préférés? Alors cette question, je vais même pas essayer d'y répondre les gars parce que je suis tellement pas un bon modèle pour ça. C'est-à-dire que j'ai lu très peu de mangas. Au niveau des grandes séries que j'ai lues, j'ai beaucoup aimé l'Atelier des sorciers, mais au bout d'un moment en fait je décroche les mangas. Quand il y a trop de tomes, j'ai beau être à fond, genre l'Atelier des sorciers, je kiffais. Promise Neverland aussi, je kiffais. Et en fait quand t'arrives au 12e, 13e, 20e tome, tu vois, je décroche, alors même que j'aimais les personnages, que j'aimais l'ambiance, l'univers, les dessins, tout. Donc, je peux vous dire les séries que j'ai lues. Voilà, L'Atelier des sorciers, Promise Neverland. J'ai commencé Hell's Paradise. J'aime bien Magus of the Library. Après, au niveau webtoon, j'aime trop Let's Play. Et là, j'ai commencé Mon vœu le plus sincère, que j'aime trop aussi. C'est les séries que j'ai lues qui me sont restées en tête. J'en ai lu d'autres qui m'ont pas forcément beaucoup marqué, ou que j'oublie et que j'ai bien aimé. Mais en tout cas, je suis pas une grosse lectrice de manga, donc je vais pas faire semblant et vous dire ouais, cette série, elle est incroyable. De manière générale, BD, manga, roman graphique, comics, tout ça, webtoon, j'aime bien en lire de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère le plus parce que ça me laisse un petit goût d'inachevé dans la bouche. Très bizarre cette expression. Dans le sens où, même quand tout est parfait et que j'adore, bah, j'ai toujours envie de plus en fait. Vu que le format est plus réduit, je trouve ça un peu frustrant. Alors que dans un roman, t'as le temps de forcément plus développer, plus t'étaler sur plein de choses. Et ouais, je pense que c'est ça qui me manque en fait dans les graphiques. Quel est ton auteur préféré? Je pense qu'on peut partir sur Rick Riordan du coup. Mais après c'est pareil, ça dépend aussi du genre puisque cette année j'ai découvert Emily Henry et je la vénère. Je me rends compte à chacun des livres de Ali Hazelwood que je lis que je la vénère aussi. Leigh Bardugo, je pense qu'elle pourrait me rouler dessus, je lui dirais merci. Pareil pour Suzanne Collins évidemment. Vi Schwab, c'est une personne fascinante, hyper adorable et tout ce qu'elle écrit, je trouve ça impressionnant. Niveau francophone, même si on laisse de côté Pierre Bottero, il y a toute la nouvelle génération qui est arrivée, c'est-à-dire Margot Dessen, je suis trop fan, Clara Hero, je suis trop fan, Gaël Momon qui a écrit Des Cahiers d'obscurité, je suis trop fan. Et c'est qu'une petite partie des noms qui me viennent à l'esprit, mais franchement, il y a tellement d'auteurs talentueux que je peux pas me réduire à un seul, tu vois. Donc oui, j'ai balancé pas mal de noms, mais je ne peux pas répondre à cette question. Changement d'ambiance, on m'a demandé quel est le livre que j'ai le plus détesté. Alors détester, je pense que c'est un mot un peu fort parce que je sais pas si c'est parce que j'ai moi le point de vue aussi d'auteur derrière, mais j'arrive jamais à dire qu'un livre est nul à chier par exemple. Parce que j'ai trop conscience que derrière ce livre que toi tu n'as peut-être pas aimé et peut-être pour des raisons tout à fait valables, hein, quand les livres sont homophobes, racistes, encore une fois, c'est normal que tu dises que c'est de la merde, hein, pardon. Mais malgré ça, j'arrête pas de me dire qu'il y a quand même une personne derrière qui a donné tout ce qu'elle avait ou qui, en tout cas, a essayé de donner tout ce qu'elle avait. Et du coup, ça me freine un peu dans ce côté très virulent de dire c'est de la merde. Donc je sais pas si j'ai détesté, mais un des premiers livres d'ailleurs que je n'ai pas aimé, c'est clairement Call Me By Your Name. Un traumatisme ce bouquin parce que je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Pour la petite anecdote, je l'ai lu en vacances en lecture commune avec mon amie Maë, donc les lectures de Dobby. Et en fait on s'était hypé mutuellement parce que moi il était dans ma pile à lire. Elle avait fait 50 librairies pour le trouver pendant nos vacances. Et du coup on avait commencé à le lire en même temps et on s'était hypé en mode ouais on va se faire une lecture commune, ah ça a l'air trop bien, une petite romance trop mignonne et tout et tout. En fait je pense que c'est ça aussi qui nous a misled, c'est que on n'avait pas du tout la bonne impression de ce livre. Déjà, c'est de la littérature alors que moi j'en lis pas du tout. À l'époque, je lisais que du young adult. Donc forcément, ça m'a fait un choc parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout le même style. Et en plus, je sais pas, j'ai pas accroché au personnage. Je pense que j'avais pas la maturité nécessaire en fait pour accrocher au personnage. Mais même l'histoire, elle m'a laissé de marbre. Et alors, il y a des scènes totalement what the fuck qui m'ont dégoûtée. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais non, vraiment, j'ai pas compris la hype. Ce qui me permet de rebondir avec une autre question qu'on m'a posée. On m'a demandé du coup un livre que je trouvais surcoté et un livre que je trouvais sous-coté. Donc je vais peut-être me faire des ennemis, mais personnellement, je trouve que Le Prince Cruel, c'est surcoté de ouf, les gars. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai lu tous les tomes, j'ai même lu là le dernier qui est sorti, L'Héritier trahi, je crois que ça s'appelle. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, surtout Le Prince Cruel, enfin la saga Prince Cruel, c'est bien écrit, c'est addictif, c'est original parce qu'il faut avouer que ça se faisait pas trop à l'époque, les enemies to lovers à ce point-là. Par contre, calmez-vous, en fait, c'est pas non plus la saga du millénaire. Et pourtant, moi, je l'ai lu alors que ça venait d'être traduit en français. Enfin, j'avais reçu une épreuve non corrigée. Donc, j'avais même pas eu toute la hype qui avait fait monter mon avis et mon attente sur ce livre. Mais aujourd'hui, je vois des avis de gens qui disent que c'est le plus beau livre et l'histoire la plus merveilleuse qu'ils aient jamais lue. Je suis en mode, ok, après, je respecte ça, bien évidemment, mais...
Je sais pas, déjà moi de base, quand les gens disent que c'est leur romance préférée, je comprends pas trop parce qu'il y a quand même une grande partie du livre où c'est hyper malsain. Après, je dis pas l'évolution des personnages, elle est incroyable. Les personnages de manière générale sont hyper intéressants. Donc je dis pas que j'aime pas le Prince Cruel. Au contraire, j'aime beaucoup cette saga. Mais je comprends vraiment pas le piédestal en fait sur laquelle on la met. Mais bon. Et à l'inverse, du coup, une saga que je trouve sous-cotée, c'est clairement Legendborn parce que pour moi c'est chef-d'œuvre de A à Z. Et pourtant on n'en parle pas beaucoup alors que la série mériterait mais tellement plus de hype. Alors il y en a plein, hein, me lancez pas sur le sujet. Moi, il y a plein de sagas dont je suis extrêmement fan. J'ai l'impression que personne n'en parle et ça me frustre de ouf. À tel point que l'autre jour j'ai voulu recommander Rebelle du désert au travail pour pouvoir le vendre, le conseiller, le pousser à fond. Je me suis rendu compte que c'était en arrêt de commercialisation, c'est-à-dire que ça s'est tellement pas bien vendu que l'éditeur a cessé de le faire, tout simplement. Et ça m'agace parce que c'était incroyable aussi Rebelle du désert. Mais bon bref, j'ai décidé de parler de Legendborn, donc on va se reconcentrer là-dessus. Legendborn, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors oui, c'est dense, oui, c'est des gros livres, oui, c'est un peu complexe, un peu lent même parfois, mais excusez-moi du gros mot, mais putain les gars, l'univers est ouf, les personnages sont ouf, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien écrit. Et j'ai l'impression que ça passe totalement à côté des gens et ça me frustre parce que vous passez à côté d'un truc mais incroyable. Bref, je sens que je commence à m'exciter pour rien, donc calmons-nous Marie. Enfin calme-toi Marie, je sais pas pourquoi je me vous vois. On m'a demandé mon avis sur les lectures ou les auteurs problématiques. Et de manière générale, moi j'ai tendance à penser, alors vous allez peut-être me critiquer pour ça, mais j'ai tendance à penser que si un auteur ou si un livre est problématique, bah ça sort pas de nulle part en fait. Et peut-être que toi tu vois pas en quoi il est problématique, auquel cas j'ai envie de te dire tant mieux parce que ça veut dire que t'as de la chance de pas être concerné par ce qui est problématique dans ce livre. Du coup si tu continues à lire ce livre et que tu l'apprécies, aucun jugement. Par contre, je pense sincèrement que si un livre est jugé problématique, si un auteur est jugé problématique, c'est qu'il y a quelque chose derrière et c'est que des personnes concernées, donc les mieux placées pour nous dire si quelque chose ne va pas, ont dit que ça n'allait pas. Et du coup, à ce compte-là, qui suis-je, moi, qui ne suis pas concernée par leurs traumas et leurs problèmes et tous les obstacles qu'il y a devant eux, pour totalement désinvalider ce qu'ils ont dit et dire bah non, en fait, c'est pas problématique du tout. Enfin, typiquement, pour prendre un exemple un peu plus clair, si un auteur est accusé de racisme, qu'est-ce que tu veux que moi, en tant que personne blanche, aille dire bah non, c'est pas du racisme? Qu'est-ce que j'en sais? Si quelqu'un dit que tel propos est homophobe, moi qui suis hétéro, qu'est-ce que je vais aller dire bah excuse-moi, mais je trouve que tu dramatises un peu. Bah non, en fait, ça se passe pas comme ça. Et inversement, moi j'ai des traumas, je vous le dis tellement calmement. Je dis donc que moi j'ai des traumas personnels, dont j'ai pas forcément envie de parler, mais qui sont là et qui impactent ma vision de certaines choses. Bah du coup, si un livre parle de ce sujet-là, et que moi je trouve qu'il est problématique parce que soit il l'aborde mal, soit parce que ça me trigger ou pour des raisons ou pour une autre, bah je vous avoue que ça me ferait quand même hyper mal au cul que quelqu'un vienne me dire tu dramatises un peu, calme-toi, c'est pas parce que toi tu ressens ça que c'est problématique. Faut pas oublier que c'est pas parce que toi tu n'as pas vécu quelque chose que ça invalide ce que les autres ont pu ressentir en vivant cet événement ou du coup en lisant un livre qui va leur rappeler ou qui va leur faire un écho, enfin qui va trigger un petit peu des souvenirs en lien avec cet événement. J'ai l'impression que je m'embrouille de ouf et que ça n'a aucun sens ce que je vous dis. Mais je veux pas être maladroite dans mes propos, c'est juste que pour moi, lire un auteur problématique, si tu le fais de ton côté, si tu continues à aimer une saga qui est problématique, on va dire les mots clairement, si tu aimes toujours J.K. Rowling, si tu aimes toujours Harry Potter, très bien. Je ne vous le cache pas, moi je suis toujours méga fan d'Harry Potter parce que c'est avec cette saga que j'ai grandi, parce que c'est un univers que je trouve incroyable, parce que je me suis attachée aux personnages, parce que ça fait partie de moi en fait, ça fait partie de mon identité à la fois de personne et de lectrice et je peux pas renier ça, mais je peux pas non plus invalider le fait que J.K. Rowling a blessé des personnes et pour moi diffuse de très mauvais messages et fait du mal en fait à sa communauté. Du coup, la solution pour moi, elle est quand même assez simple. Je continue à aimer Harry Potter, je peux pas faire semblant de ne pas aimer Harry Potter. Je peux pas oublier 20 ans de Potterhead, mais je l'aime en privé. C'est très bizarre dit comme ça aussi, mais c'est-à-dire que je partage plus forcément de posts, je n'en fais plus la promotion, voilà, c'est comme ça. Après, c'est mon choix, c'est mes décisions, mais je respecte aussi celles des autres. C'est juste que je pense qu'il faudrait qu'on ait tous le réflexe de se mettre un peu à la place des autres. Après, je sais que c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui ont une expérience particulière avec un livre qui les a sortis d'une situation difficile et qui du coup ne peuvent pas renoncer à ça, même si ça permettrait d'épargner d'autres personnes parce que du coup c'est trauma contre trauma, enfin vous voyez c'est extrêmement compliqué. Donc moi ça m'arrive de boycotter, ça m'arrive de faire attention quand je parle de certains auteurs ou de certains livres ou de certaines franchises. De manière générale ça me tient vraiment à cœur de me tenir informée et de faire attention. Déjà pour moi, parce que je pense que c'est important de savoir qui tu lis et les messages qu'ils véhiculent, mais aussi pour ma communauté, parce que je sais que j'ai une communauté, justement, j'ai une plateforme, et qu'il y a des gens qui peuvent être offensés par ce que je vais transmettre, ou des gens qui vont être un peu influencés par ce que je vais dire. Et c'est quand même une responsabilité à laquelle je m'attendais pas, parce que moi quand j'ai commencé à parler des livres, je pensais pas que ça atteindrait ce niveau-là, mais il faut quand même prendre en compte le fait que tu t'adresses à plein de personnes qui ont un ressenti, qui ont des traumas, qui ont des problèmes avec certaines choses.
et d'autres qui vont écouter ce que tu vas dire quasiment, alors pas sans réfléchir, je simplifie un peu à l'extrême et j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, c'est pas toujours évident, il faut toujours prendre des pincettes avec tout, il faut toujours réfléchir à tout, et oui, il y en a qui vont dire ah, on peut plus rien dire, gna gna gna. C'est vrai que des fois c'est anxiogène limite parce que t'as l'impression que tu n'as pas le droit à l'erreur et qu'une petite formulation maladroite, des fois c'est juste de la maladresse, va prendre des proportions incroyables. Mais encore une fois, toi t'as cette vision de personne qui est en dehors de tout ça, mais pour les personnes concernées, à chaque fois qu'il y a un drama sur BookTok ou quoi que ce soit, je pense qu'elles en ont marre en fait. Elles en ont marre que sous couvert de maladresse, bah, on leur envoie des trucs à la gueule et ça doit être épuisant. Ce que je vous raconte ne doit avoir aucun sens si vous n'êtes pas sur BookTok et que vous suivez pas tous les dramas. Donc voilà, je vais clôturer le sujet parce qu'en plus je pense que ça fait trop longtemps que j'en parle, que c'est brouillon et je sais même pas si vous allez comprendre mon message. J'espère encore une fois que je suis pas maladroite. Je suis bien évidemment ouverte à la discussion dans les commentaires du moment qu'on reste poli et respectueux. Mais en gros, moi, ma position sur les auteurs et les livres problématiques, c'est que si j'apprends qu'ils sont problématiques alors que je les ai pas lus, je vous avoue que ça me donne pas trop envie de les lire. J'essaye de pas condamner trop vite non plus parce que bah, des fois, voilà, on brandit la carte problématique un peu facilement. Mais selon les personnes qui en ont parlé et selon si c'est des personnes concernées ou quoi, j'ai tendance à suivre leur avis. Après, si c'est des livres qui sont déjà sortis, que j'ai déjà lus, que j'aime ou que j'ai apprécié sans plus ou quoi, mais et que on dit après qu'ils sont problématiques et que je suis en mesure de me rendre compte que effectivement c'est des choses qui ne m'ont pas forcément marqué à la première lecture parce que je suis pas concernée, parce que j'ai pas cette vision, mais que oui, effectivement, c'est limite, et bah à ce compte-là, je peux pas m'empêcher d'aimer, je peux pas dire ah bah finalement j'ai changé d'avis, j'aime pas du tout, ce serait hypocrite. Par contre, je peux arrêter d'en parler et je peux tout simplement arrêter de faire de la pub à ces auteurs qui, je pense, devraient réfléchir un petit peu plus à leur choix de vie plutôt que de continuer à s'enfoncer dans leur travers. Et oui, au cas où vous poseriez la question, chaque jour qui passe, je prie pour que Rick Riordan ne fasse pas de conneries. Alors je dis Rick Riordan, mais bien évidemment, je pense à tous les auteurs que j'apprécie énormément parce que pour le moment, tu les mets un peu sur un piédestal en mode ok, lui il fait de la merde, mais eux je les aime trop et pour le moment ils sont droits dans leurs bottes et tu sais pas. Et à tout moment, il y a un truc qui peut sortir. Et franchement, si le jour où Rick Riordan devient problématique, je sais pas comment je vais faire moi les gars, parce que 90% de ma personnalité c'est Percy Jackson. Donc on verra, pour le moment on n'y pense pas, et on passe à une autre question. Celle-ci était beaucoup plus profonde que les autres d'ailleurs. On m'a demandé si je me sentais obligée parfois de lire pour notamment créer du contenu sur les réseaux sociaux. Alors non, je me force jamais à lire parce que tout simplement je n'ai pas besoin de me forcer, j'ai toujours envie de lire. Par contre c'est vrai que parfois je me force entre guillemets à prendre un livre plutôt qu'un autre parce que ce service de presse est là depuis plus longtemps. Alors oui, peut-être que lui me tenterait un peu plus, mais c'est lui que je dois lire en priorité, voilà, etc. Donc c'est vrai que ça réorganise un peu la façon que j'ai de choisir mes lectures et d'organiser mes lectures. Mais par contre je me suis jamais forcée à lire. Et je vous dis que je me force parfois à lire certains livres, mais c'est plutôt une question d'ordre, c'est pas je me force à lire un livre que j'ai pas du tout envie de lire. Je vous rappelle que mes services de presse, c'est moi qui les choisis, donc en fait, si à un moment ce livre m'a tenté, il va me tenter aussi quand je vais le recevoir. C'est plus une question d'organisation que ça a changé, mais créer du contenu sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est accessoire. Si un jour j'ai rien à poster, bah écoutez, j'ai rien à poster et c'est comme ça. Pareil, on me demande si, comme la lecture, c'est mon métier. D'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure dans mon rythme de lecture, mais non seulement je me dégage du temps pour le faire, mais en plus je suis un peu obligée, c'est-à-dire que j'ai le couvert de la légitimité de dire que ça fait aussi partie de mon travail et je suis un peu obligée de lire des livres pour en parler sur les réseaux sociaux, pour pouvoir les vendre en librairie. Donc ça se complète un petit peu tout ça. Et du coup, la question, on en revient, c'est comme la lecture est un peu ton métier, est-ce que c'est toujours autant une passion? Et oui, franchement oui. Et j'espère vraiment que ça n'arrivera jamais le moment où je perdrai cette magie que j'ai en ouvrant un livre. Parce que là, actuellement, je peux avoir la pire des journées au travail, donc entourée de livres en rapport avec les livres. Quand je rentre chez moi et que j'ouvre ma lecture en cours, tout s'évapore et franchement ça me fait trop du bien. Et j'espère que je ne perdrai jamais ça et que malgré tout ce qui se passe, j'aurai toujours le côté passion des livres. Oui, j'accélère un petit peu, je pense que ça se sent, mais encore une fois ça fait trop longtemps que je tourne et j'ai encore pas mal de questions à répondre. Je voudrais éviter de faire une partie 3 à la FAQ, donc on enchaîne. On passe aux questions concernant ma vie professionnelle. D'abord en ce qui concerne les réseaux sociaux, on m'a demandé comment je m'organisais pour mes services de presse, tout ça. Postulat de base, je suis une psychopathe, une psychorigide, une maniaque de l'organisation, je pense que vous le savez maintenant. Et j'ai déjà traumatisé pas mal de mes amis en leur montrant mes petits fichiers, puisqu'en fait j'ai des documents un peu avec des tableurs où je mets les livres que j'ai demandés, la date à laquelle je les ai reçus, le délai imposé par la maison d'édition et j'essaye de le respecter au max. Ça me permet en fait de tenir compte de tous les services de presse que j'ai demandés, justement pour voir que si à un moment j'en ai demandé trop, je me calme pour les prochains programmes qui arrivent, pour m'organiser au mieux parce qu'en fait en parallèle de ça j'ai un autre document où je mets ce que je vais poster chaque jour. Donc j'ai une colonne pour Instagram, une colonne pour TikTok, une colonne pour YouTube maintenant. Et voilà, j'organise un peu tout ça, ce qui me permet de pouvoir prévoir mes posts bien à l'avance. Vu que je suis une maniaque de l'organisation, j'ai souvent des plannings de posts qui sont prêts jusque genre
un mois, 2 mois à l'avance parfois. Alors bien sûr, c'est pas figé dans le marbre, hein, ça peut être amené à changer. Et ça veut pas forcément dire que j'ai pris toutes mes photos pour 2 mois ou que tous les posts sont prêts ou quoi. C'est juste que j'ai une sorte de vision projetée sur la chose. C'est quelque chose qui me rassure beaucoup parce que les services de presse, alors quand c'est pas rémunéré, techniquement, tu t'es un peu engagé auprès de la maison d'édition, donc évidemment que tu vas lire, faire un retour, etc. Mais t'as pas d'obligation contractuelle de le faire. Mais moi, ça me tient quand même à cœur parce que c'est des maisons d'édition qui m'ont fait confiance, qui m'ont envoyé un service de presse pour que je vous en parle. Vous aussi, parfois, vous attendez mes avis, et moi, ça me fait toujours plaisir d'en parler, donc j'essaye de m'engager au max pour que tout se passe bien. C'est pour ça que j'ai commencé très tôt à faire ce petit tableur, et là, en fait, il prend toute son importance parce que maintenant, ça m'arrive aussi d'avoir des partenariats rémunérés. Donc une maison d'édition me paye pour que je parle d'un livre en particulier. Pas de panique, hein, je le dis toujours quand c'est rémunéré. Que ce soit sur Instagram ou ici, je vais vous en parler, c'est obligé. Déjà parce que légalement je suis obligée, et surtout parce que ça me paraît normal que vous sachiez quand je suis payée pour parler d'un livre. Même si de vous à moi ça change rien, enfin, j'accepte pas de partenariat rémunéré si je ne suis pas sûre d'apprécier le livre et de pouvoir vous en parler en termes élogieux. Donc dans tous les cas, je serai honnête avec vous sur mon ressenti, mais bref. Donc maintenant que j'ai des partenariats rémunérés, quand les maisons d'édition me payent, elles exigent des choses plus conséquentes, déjà au niveau du contenu créé, et surtout elles peuvent exiger que tu postes à tel moment ou plus proche de la sortie ou quoi que ce soit. Ce qui est normal, et du coup ça m'aide aussi à mieux m'organiser par rapport à ça. J'ai montré mes documents, mes fameux documents d'organisation à certaines amies qui étaient un peu en mode waouh, et en même temps oh, qu'est-ce que tu fais? Genre c'est mi-admiration, mi-inquiétude. Une des questions qui est pas mal revenue aussi, c'est est-ce que tu préfères créer du contenu pour YouTube ou pour Instagram? Et en fait, je peux pas choisir parce que les deux sont tellement différents que pour moi, ça n'a presque rien à voir. Sur Instagram, c'est le côté photo et j'adore ça. Enfin, j'ai des phases, hein, bien évidemment. Il y a des moments où je déteste prendre des photos et je trouve que toutes mes photos sont moches. Mais quand je suis dans une bonne lancée, j'aime trop prendre des photos, penser aux moindres petits détails et puis après écrire mon post et après attendre vos retours sur Instagram. Franchement, ça j'adore. Mais j'adore aussi tourner mes vidéos YouTube, même si la partie que je déteste le plus, c'est le montage parce que j'en peux plus de voir ma tête et d'écouter ma voix. La je me déteste. Rien que de penser au montage que je vais devoir faire de cette vidéo, je suis fatiguée d'avance. Mais j'aime parler des livres, j'aime après avoir vos retours sur YouTube, donc les deux sont très différents et je les aime au même niveau. Comment arrives-tu à allier écriture, réseaux sociaux, taf sans compter dédicaces? Eh bien, j'ai un peu répondu du coup dans la première partie de la FAQ. Je ne dors pas beaucoup, je fais pas mal de compromis sur le temps que j'aurais pu passer à lire parce que croyez-moi que si j'écrivais pas et si j'étais pas sur YouTube, ou pas sur Instagram, hein, je lirais mais genre 4000 fois plus. Parce que du coup, tout le temps que je passe à corriger, à répondre aux messages, à monter mes vidéos, etc., ce serait du temps de lecture. Hein. Donc je trouve le temps parce que je fais pas mal de compromis, parce que je dors un peu moins, parce que j'ai la chance d'avoir un rythme soutenu qui me permet de tout concilier. Et je sais pas trop combien de temps je vais pouvoir retenir encore, mais pour le moment, on tient bon. Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce aux réseaux sociaux? Du coup, j'ai un peu répondu à cette question précédemment. Sur Instagram, je gagne de l'argent quand une maison d'édition me propose un partenariat rémunéré. J'en ai déjà fait plusieurs, ça fait 2 ans je crois maintenant que j'en fais. Et encore une fois, vous pouvez les retrouver facilement parce qu'à chaque fois, je mets collaboration rémunérée avec la maison d'édition ou avec la marque, etc. J'en ai fait avec les éditions Lumen, j'en ai fait avec les éditions Nathan, avec les éditions Addictive. Il y en a encore plein que j'oublie, c'est sûr. J'ai aussi un partenariat en place depuis plusieurs années maintenant avec Cultura, c'est-à-dire que je crée des photos pour eux pour qu'ils puissent les reposter sur leur compte Instagram. Et donc pour ça, je suis rémunérée logiquement puisque c'est de la création de contenu. Donc c'est de là que je tire les revenus que j'ai sur Instagram. Après, je vous cache pas, c'est pas des sommes mirobolantes, hein. C'est des compléments de revenus qui me permettent justement d'économiser actuellement pour mon appartement ou pour m'acheter des petits livres de temps en temps, mais qui me permettraient clairement pas d'en vivre. Et maintenant, je touche aussi de l'argent grâce à YouTube puisque vous avez été très nombreux à regarder mes vidéos et que j'ai débloqué tous les petits paliers qu'il fallait, ou je sais plus trop j'avais même pas regardé moi pour vous dire au début. Mais bref, je remplis toutes les conditions pour pouvoir monétariser mes vidéos et c'est pour ça que vous avez des fois de la pub. J'essaye d'en mettre le moins possible, mais je suis pas sûre de maîtriser totalement tous les petits onglets à cocher là. Donc il faut encore que je me renseigne là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez trop de pubs dans mes vidéos. Alors je pense que quand elles sont longues, vous en avez forcément plus que quand elles sont courtes. Mais n'hésitez pas à me dire quel est votre ressenti par rapport à tout ça. Parce que je vous cache pas que tout l'argent que je peux retirer de YouTube est bon à prendre parce que c'est extrêmement chronophage de tourner des vidéos, de les monter, de voilà, tout ça, vous avez compris. Donc si je peux en retirer un petit quelque chose, c'est pas de refus. Mais après, je veux pas non plus vous noyer sous les pubs et faire en sorte que mes vidéos soient chiantes et coupées toutes les 5 minutes. C'est pas le but non plus, donc n'hésitez pas à me dire si c'est équilibré ou pas du tout. Mais voilà, pareil sur YouTube, je gagne, enfin je vais pas dire rien parce que c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup. C'est genre pour le moment je gagne 40 € tous les 2 mois ou un truc comme ça. Et en plus ça varie vraiment du tout au tout parce que ça dépend du nombre de vues sur une vidéo ou je sais même pas sur quoi il se base. Pour vous dire, je me suis pas renseignée parce que
je sais que ça sera jamais ça qui va me permettre d'en vivre. Donc je base pas tous mes espoirs là-dessus, mais encore une fois, j'avoue que si les pubs ne vous dérangent pas trop, je vais les laisser parce que c'est toujours ça à prendre en fait. Donc oui, j'ai des revenus grâce aux réseaux sociaux, mais c'est quand même assez minime. Attention, hein, je me plains pas, parce qu'il y a quelques années, être payé pour faire des chroniques de livres, c'était juste inenvisageable, et là ça commence à se démocratiser un petit peu, les maisons d'édition y ont recours un peu plus facilement, donc ça je trouve ça hyper chouette. Donc je ne me plains pas, mais voilà, je voulais pas que vous imaginiez que je me faisais 10 000 balles par mois avec les réseaux sociaux. On en est très loin. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos? Là aussi je vais vous décevoir parce que ce n'est pas professionnel du tout. J'ai un spot, bon lui ça va, il est assez pro, qui me permet de filmer même quand il fait très nuit, donc en hiver c'est parfait. J'ai un petit trépied qui me permet de tenir mon téléphone. Trépied que je mets sur des piles et des piles et des piles de livres. Donc là actuellement en face de moi j'ai le trépied posé sur 1, 2, 3, 6 livres. Et après je filme tout avec mon téléphone. Donc j'ai un iPhone 12 pour l'instant, 12 mini, qu'il va falloir que je change bientôt parce que je sens qu'il est en train de rendre l'âme bichette. Mais je filme avec mon téléphone et après je transfère du coup sur mon ordinateur. Et de là je fais le montage de mes vidéos sur CapCut. Là encore pas pro du tout, mais écoutez ça fonctionne, c'est gratuit, donc moi je me suis dit let's go. Mes photos je les retouche directement sur Instagram et encore je retouche quasiment plus en fait. J'utilise Lightroom pour les recadrer, c'est tout. J'ai pas vraiment un matos de folie, je fais tout avec mon téléphone et mon PC. Je réfléchis à investir dans une caméra pour vlogger notamment, enfin du coup ça me permettrait de faire mes vidéos aussi, mais je pense que ça ferait du bien à mon téléphone de se reposer un petit peu et de ne pas toujours être mis à contribution pour filmer. Mais pour le moment écoutez je vais continuer comme ça et en tout cas je pense que je continuerai à prendre mes photos avec mon téléphone parce que c'est carrément plus simple après pour poster sur Instagram. Et en plus il faut avouer quand même que aujourd'hui les téléphones ont une très bonne qualité que ce soit de vidéos ou de photos et autant en profiter. Au prix où on les paye, autant en profiter. Dernière question concernant les réseaux sociaux, on m'a demandé quel était mon ressenti par rapport à l'aventure YouTube. Et c'est vrai que c'était vraiment une aventure pour moi parce que je maîtrisais pas du tout le logiciel de montage, je maîtrisais pas du tout YouTube et j'avais un peu peur de ce que ça allait donner. Et écoutez, je suis totalement convaincue, je suis à fond dans l'aventure. Ça fait plus d'1 an du coup maintenant que j'ai commencé la chaîne et je m'éclate toujours autant. J'aime trop avoir vos retours et je trouve qu'on a un échange différent de ce qu'on peut avoir sur Instagram par exemple. Et c'était totalement ce que je recherchais, c'est-à-dire un truc assez complémentaire en fait qui me permettrait de compléter ce que j'avais sur Instagram, pas forcément d'abandonner Instagram, mais de toucher d'autres personnes, d'échanger différemment, donc je suis hyper contente. Et j'en profite pour vous demander ce que vous pensez de mon aventure YouTube. Genre, est-ce que du coup mes vidéos vous plaisent toujours ou est-ce que vous commencez à vous lasser? Est-ce que au contraire vous sentez que ça va un peu mieux ou que je stagne, enfin, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne? Est-ce que vous avez des tips? Est-ce que le montage est nul? Dites-moi tout, franchement, n'hésitez pas. Alors soyez gentils s'il vous plaît, me dites pas c'est de la merde, sinon je vais pleurer. Mais si c'est constructif, n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire et à me dire si vous voyez l'évolution depuis l'origine de la chaîne ou quoi, ou au contraire si vous venez de rejoindre et ce que vous aimeriez voir, enfin voilà. N'hésitez pas à vous lâcher. Concernant ma vie professionnelle, mais cette fois-ci côté librairie, on m'a bien évidemment demandé quelles études j'ai fait. Donc moi j'ai fait un bac littéraire, puisque je sais pas si ça existe encore ces trucs, mais à l'époque ça s'appelait bac L, et on était un peu les parias du lycée. On nous appelait les futurs chômeurs, pour ne rien vous cacher. Donc bref, j'ai fait un bac L, après j'ai fait une prépa littéraire pour préparer les concours, donc Hippocagne ça s'appelle, Hippocagne-Cagne, et moi après j'ai cubé, c'est-à-dire que j'ai fait 3 ans. Je préparais les concours d'entrée à l'école des Chartes, c'est-à-dire une école de patrimoine, conservation du patrimoine. Alors oui, là vous vous dites, la fille elle sait même pas le concours de quoi elle préparait. Si, à l'époque je savais, mais les gars c'était il y a longtemps. Et en plus je me faisais pas d'illusions, je savais très bien que j'allais jamais y aller dans cette école, puisque chaque année ils prenaient genre 15 élèves sur les 3000 qui participaient au concours. Comment vous dire? Moi je me suis engagée là-dedans parce que j'aimais l'histoire et qu'il y avait 12 heures d'histoire dans nos cours, mais je me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur mon taux de réussite. Donc après ma première année d'Hippocagne, je me suis concentrée sur la préparation de l'école des Chartes. Donc première année du concours, j'ai foiré. Deuxième année du concours, je me suis rapprochée plus près, j'étais sous-admissible, mais j'ai foiré. Là je me suis dit on va peut-être pas non plus faire une 4e année, ça suffit. Donc je suis allée à la fac, puisque en fait en parallèle de mes 3 années de prépa, j'ai obtenu comment on appelle ça? Une équivalence. En gros, j'ai obtenu ma licence en histoire et du coup, j'ai fait un M1 en recherche en histoire. Donc, j'ai fait mon petit mémoire qui n'était pas palpitant. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai lancé mon compte Instagram parce que après la prépa, je me suis retrouvée à la fac et j'avais tellement de temps libre que je savais plus quoi faire. À la fin de cette année de recherche, donc je suis allée en M2 qui était centré sur la médiation et la communication culturelle puisque je voulais quand même travailler dans le domaine de la culture et mettre à profit mes études en histoire. C'est ce que j'ai fait puisqu'après, à la fin de ces études, j'ai travaillé dans un musée.
j'étais guide dans un musée lyonnais. C'était un CDD et quand le CDD s'est terminé, j'ai fait un peu de chômage en cherchant un peu de droite à gauche, mais j'avais très envie en fait de me réorienter parce que entre le moment où j'avais commencé le travail au musée et le moment où j'ai terminé mon contrat, j'avais énormément développé toute mon activité sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ça vraiment qui me faisait vibrer et du coup j'ai eu envie de repartir vers le livre. Enfin de partir tout court en fait parce que c'était pas forcément une carrière que j'avais déjà envisagée. Donc j'ai postulé dans plein de librairies qui m'ont toutes refoulé, que ce soit les grandes chaînes ou les librairies indépendantes qui m'ont bien fait comprendre que sans formation ça allait être complicado, alors qu'en fait j'avais une formation de vendeuse du coup parce qu'il y avait une boutique dans le musée et que j'avais des connaissances personnelles sur le livre. Donc après j'ai revu mes exigences à la baisse parce que je vous cache pas qu'au bout de 6 mois de chômage je commençais à m'inquiéter un petit peu. Et du coup j'ai postulé dans le magasin Cultura où je travaillais actuellement, donc c'était avant son ouverture, et j'ai postulé d'abord au rayon livre. Quand j'ai pas été prise au rayon livre, je me suis dit bon Marie, à un moment on va quand même prendre sur soi, il faut que tu bosses là. Donc j'ai postulé pour travailler au service, c'est-à-dire à l'accueil, à la caisse, à la réception du magasin quoi. Et là j'ai été prise. Du coup, bim, qui c'est qui avait un pied chez Cultura? C'est Bibi. Il y a un message derrière mon histoire, c'est qu'en gros des fois, quand tu vises là, des fois c'est bien de viser là dans un premier temps, comme ça te fait un premier saut, et après tu peux aller là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi du coup j'ai travaillé à Cultura et au bout de 2 mois que j'étais dans la boîte, il y a une des libraires qui est partie et là j'ai repostulé et comme en plus entre temps je connaissais les libraires, je leur avais montré que j'étais passionnée, que je connaissais des choses et tout, et j'ai été prise direct. Donc j'ai fait que quelques mois à l'accueil, je vous cache pas que c'était pas les quelques mois les plus palpitants de ma vie, mais après ça je suis allée directement en librairie au rayon jeunesse et du coup je ne l'ai pas quitté depuis, ça va faire 4 ans. Donc voilà, parce que souvent, et une des questions d'ailleurs c'est comment tu as été embauchée à Cultura, en fait c'est un peu le timing qui a fait que, et c'est aussi le fait que j'étais prête à faire des compromis et à ne pas me focaliser que sur un poste et à dire si je ne peux pas avoir ce poste, et je n'aurai rien. Parce que là j'ai eu aussi la chance de commencer directement au rayon jeunesse qui est le rayon qui m'intéresse, mais j'aurais été prête à accepter n'importe quoi entre guillemets s'il avait fallu que je m'occupe de la philosophie, écoutez je me serais occupée de la philosophie. Donc voilà, souvent on me demande aussi des conseils pour travailler en librairie. Je peux pas vous parler du coup des formations qui existent, il y en a qui existent qui permettent d'apprendre vraiment le métier de libraire. Moi je les ai pas suivies, j'ai été formée sur le tas, mais dans mes entretiens je me suis énormément basée sur le fait que je connaissais le monde du livre, que ce soit du côté du coup éditeur avec tous les services de presse, les partenariats que j'avais pu faire, les gens que j'avais pu rencontrer, et aussi bien évidemment du côté lecteur, parce que même si à l'époque je lisais quasiment que du young adulte, j'avais quand même des notions déjà grâce à ma formation en prépa sur la littérature classique, mais aussi parce que je me tenais à intéresser de tout ce qui se passait un peu dans le monde du livre. Donc après je vous dis pas que c'est pas la peine de faire une formation de libraire, bien au contraire, je vous dis juste que selon les circonstances et les gens que vous allez rencontrer et les boîtes dans lesquelles vous allez postuler, c'est pas toujours ce sur quoi ils vont se baser. Qu'est-ce que tu préfères dans le métier de libraire et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus dur? Alors qu'est-ce que je préfère? Tout simplement être entourée par les livres, être tout le temps au contact des livres, être vraiment dans le monde du livre, savoir qu'il y a tel livre qui va sortir bientôt et que du coup il est dans tes cartons là et tu l'as genre 2 heures avant tout le monde. Avoir des rendez-vous avec les représentants qui vont du coup te pitcher les prochains livres qui sortent, c'est incroyable parce que tu baignes vraiment dans les livres tout le temps. À l'inverse, qu'est-ce qui me déplaît le plus, qui est le plus dur? Clairement, c'est le côté commerce, donc c'est-à-dire les horaires, les clients, pardon de le dire, mais c'est le plus dur. C'est fatigant, c'est chronophage, dans le sens où ça te fatigue physiquement, mais ça te fatigue aussi mentalement. Et du coup, quand tu rentres chez toi le soir, des fois, tu n'arrives pas à décrocher et tu n'arrives pas à te remettre de, par exemple, l'insulte que le client t'a lancée il y a 3 jours. Juste pour vous dire, moi, ça m'est arrivé de pleurer à cause de clients. Alors, parce qu'ils avaient été méchants, mais aussi parce que j'ai accumulé un tel niveau de fatigue que le moindre truc pouvait me faire voler en éclats. Et il y en a qui m'ont fait des remarques, aujourd'hui encore j'y pense, tu vois. Et là où ça me fait dire qu'il faut pas que je sois dans le commerce pendant trop longtemps non plus, c'est que j'ai l'impression que ça commence à impacter la personne que je suis et les valeurs que j'ai. C'est-à-dire que maintenant, même aller dans des endroits, même quand je ne travaille pas dans les commerces, aller dans les commerces, des fois ça me crispe parce que je vois comment sont les gens et que quand je sais comment est l'envers du travail, du décor, je suis perdue là, mais vous avez compris l'idée. En gros, quand je vois des gens qui sont hyper irrespectueux dans un magasin de fringues, même si c'est pas mon magasin et que je suis pas en train de travailler, je peux pas m'empêcher de me dire mais où va l'humanité en fait? Bon là je vais peut-être un peu loin dans ma comparaison, mais grosso modo ça commence vraiment à m'impacter dans ma manière de percevoir le monde et je sens que ça me fait pas du bien le commerce. Et ça fait 4 ans vraiment que je fais du commerce pur et dur. Alors avant j'étais déjà en contact avec le public, mais on va dire vraiment 4 ans de commerce pur et dur. Et quand je pense à ces personnes qui font ça depuis des dizaines et des dizaines d'années, je sais pas comment vous tenez les gars. Donnez-moi votre méthode, votre solution miracle, parce que moi je suis en train de perdre l'esprit. Parce qu'il y a des clients, vraiment, ils sont bêtes et méchants. Désolée de le dire, j'essaye d'enrober un peu tout ça, mais il n'y a pas d'autre terme. Ils sont bêtes, méchants et irrespectueux. Après, il y en a évidemment qui sont très gentils, avec lesquels on a d'excellents échanges, et rien que pour ça,
ça t'aide. Franchement, ça aide parce que malheureusement, tu vas avoir un bon client pour 4 mauvais, on va dire, et ça va totalement plomber ta journée. Mais le client gentil, heureusement qu'il est là parce que c'est ça qui nous fait tenir et qui nous permet encore chaque matin d'enfiler notre gilet et de monter au front. Je vous dis pas ça pour vous décourager si jamais vous voulez être libraire, je vous le dis juste pour que vous ayez quand même un œil un peu objectif sur le métier. Je sais que moi je travaille dans une grande enseigne et que c'est pas partout pareil. Dans les petites librairies et les librairies indépendantes de petite taille par exemple, c'est peut-être pas du tout la même organisation, il n'y a pas du tout le même travail ou quoi, je ne sais pas, mais il faut pas oublier que libraire c'est certes un métier passion, mais ça reste du commerce. Et c'est pas tu lis toute la journée et t'as des conversations palpitantes avec des clients sur ta dernière lecture, ton dernier coup de cœur. Ça c'est extrêmement rare. La plupart du temps c'est tu ranges des livres, tu renseignes des clients qui savent même pas ce qu'ils veulent, tu ranges des livres, tu ramasses derrière eux. Enfin, c'est vraiment de la manutention en fait. J'espère que je vous ai pas totalement plombé le moral. On continue. Est-ce qu'on t'a déjà reconnu au taf? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des gens viennent en sachant que je travaille là pour me faire signer par exemple la carte des confins. Donc ça c'est beaucoup trop mignon parce que je me souviens de la sortie du 3e livre où une jeune fille avait fait, je crois, presque 1 heure et demie de route juste pour venir récupérer le livre et que je puisse lui faire une dédicace. C'était incroyable et franchement trop adorable, ça m'a énormément touchée. Mais c'est aussi arrivé, particulièrement ces derniers temps, que je conseille à un client ou je lui donne le livre qu'elle demandait, etc. Et là la personne me dit « Ah mais en fait je vous connais, c'est vous sur les réseaux sociaux ?» Et là moi je suis toujours en mode oups. Enfin, pas oups dans le sens mince, j'ai été repérée, mais juste trop bizarre. Voilà, trop bizarre, c'est tout. T'as l'impression qu'il y a deux mondes qui rentrent en collision et c'est à la fois super cool et en même temps hyper déstabilisant. Mais ça me fait trop plaisir parce que du coup les gens me disent ah ouais bah trop cool, j'ai vu votre vidéo ou ah ouais j'ai vu votre avis sur ce livre et franchement c'est incroyable. Ça fait aussi partie des choses qui me font tenir. C'est ce genre de rencontre un peu improbable. Parce qu'en plus, je travaille pas en plein centre de Lyon. Genre, c'est pas non plus la librairie la plus fréquentée du monde. Mais du coup, c'est hyper encourageant parce que ça montre que bah, je touche des gens et que tout le travail que je fournis et toute la passion que je diffuse sur les réseaux sociaux, bah, elle trouve un peu son public et c'est hyper encourageant. Enfin, dernière question concernant ma vie pro. On m'a demandé pourquoi j'avais une telle haine envers Choupi. Je vous rassure, c'est pas que je déteste Choupi, c'est juste que je trouve qu'il est pas non plus hyper intéressant. Je pense qu'il y a plein d'autres livres pour les enfants, pour les tout petits, qui sont déjà beaucoup plus modernes et beaucoup plus fun et beaucoup plus jolis. Donc je comprends pas pourquoi on met Choupi sur un piédestal. Et après, à titre totalement personnel, c'est parce que j'ai un présentoir Choupi au travail et que c'est la croix et la bannière à ranger et qu'en plus, une fois sur 6, il y a un gamin qui vient de s'enlever les crottes de nez qui a posé sur le livre et moi je mets la main dessus et ça me dégoûte. Donc c'est pour ça en fait, c'est parce que je passe beaucoup trop de temps à ranger ce présentoir Choupi alors que je préférais qu'on vende d'autres livres qui, selon moi, après ça vaut ce que ça vaut, hein, sont quand même un petit peu plus qualitatifs et où c'est pas papa qui va travailler et maman qui reste à la maison pour ne donner qu'un seul exemple. On a terminé avec les questions que vous m'aviez posées du coup sur ma vie professionnelle. Si jamais j'ai pas répondu à toutes les questions, si j'en ai oublié, encore une fois c'est pas du tout volontaire, mais n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire et j'y répondrai bien évidemment de suite. Tenez bon, on arrive à la dernière partie, il y a beaucoup moins de questions, c'est tout ce qui concerne ma vie perso. On m'a demandé d'abord si j'avais une amoureuse ou un amoureux. Et non. Je pense que vous l'avez compris maintenant, je suis single, heureuse hein, mais célibataire. Enfin heureuse et célibataire, je sais pas trop comment faut le dire, mais du coup pas d'amoureuse, pas d'amoureux et honnêtement vu comme ma vie est remplie en ce moment, je souhaite bien du courage à la personne qui essaiera de trouver sa place au milieu de tout ça. Parce que j'ai déjà pas trop le temps de m'occuper de moi-même en fait, donc je sais pas comment je ferais pour trouver le temps de m'occuper d'une autre personne. Et en même temps, je me doute que quand c'est la personne, que c'est une personne que tu aimes et que tu apprécies, tu fais toujours tout ce qu'il faut pour te dégager du temps. Donc peut-être que le jour où je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, ce sera votre signe. Le signe que je suis enfin sortie de ma grotte, que j'ai rencontré quelqu'un et que j'ai surmonté tous mes traumas en admettant que quelqu'un pouvait me trouver intéressante et attirante et donc que j'ai abaissé mes barrières pour laisser cette personne entrer dans ma vie. Ça fait quand même beaucoup de si, de quand et de potentiellement, donc ne retenez pas votre souffle, mais en tout cas oui, pour le moment je suis célibataire. Quel est ton plat préféré? Instinctivement j'ai envie de vous répondre les pâtes carbonara de mon papa parce que il a une recette très particulière, c'est-à-dire qu'il a rajouté tellement de trucs à la recette que c'est plus du tout des carbos, mais c'est tellement bon les gars, je pourrais manger ça tous les jours, toute ma vie. Enfin quand même j'aimerais alterner avec des sushis, donc sushi, carbo, carbo, sushi, sushi, carbo, raclette, sushi, carbo, sushi, carbo, burger, sushi, carbo, raclette, bon vous avez compris l'idée quoi. Quel est ton album préféré de Tay Tay? J'aime tous les albums de Tay Tay, vraiment tous, ils sont incroyables. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit soft spot pour 1999 parce que toutes les chansons sont incroyables dans cet album. Toutes les chansons sont incroyables dans tous les albums, c'est vrai, mais là, avec la Tyler version et en plus les Volt tracks, mais je suis
Je suis comme une dingue et je l'écoute en boucle depuis sa sortie. Vraiment, je n'écoute rien d'autre. Si de temps en temps une petite musique de Hunger Games. mais quelle queen, vraiment. J'ai tellement hâte d'être au concert et de les entendre en live. Ça va être ouf. Faut que je me calme parce que rien que d'y penser, je suis un peu hystérique. La question suivante, je vais vous la lire vraiment parce que vous allez penser que je suis un peu folle. Mais Léa me demande comment tu fais pour mettre des étoiles dans nos vies. Mais quel est chou. Et je sais pas, Léa, ça doit être mon charisme, ma prestance, mon esprit et mon humour. En réalité, c'est un peu ma connerie, on va pas se mentir, on le sait tous. C'est trop chou de me dire ça en plus. Et pour rappel, Léa, c'est super adjointe et on travaille plus ensemble puisqu'elle a déménagé et du coup, elle me manque trop et je suis méga triste. Bon, en vrai, là, j'en fais un peu trop et je le dis en rigolant, mais c'est vrai que j'ai perdu coup sur coup mon petit Pimsou, donc Soraya, et super adjointe petit lardon, Léa. Et ouais, ça a pas été facile et elle me manque beaucoup. Et tout ça pour dire que en vrai de vrai, c'est vous qui mettez des étoiles dans ma vie, Léa et Soraya. On le sait, cœur sur vous. La question suivante, c'est quel est l'un de tes plus grands rêves? Et pour rappel, mon plus grand rêve, c'était de publier un roman. Donc là, bientôt, je vais sortir le 4e. Donc ça a un petit peu remis tout en perspective, mais du coup, si je dois choisir un nouveau rêve, comme dit très bien Réponse, parce que c'est ce qui se passe quand tu atteins un nouveau rêve, je partirais sur quelque chose de totalement différent et j'aimerais trop voyager. Mais genre voyager à blinde. Limite faire le tour du monde et j'aimerais trop pouvoir voir le plus de pays possible, le plus de villes possible, le plus d'endroits différents. Je voudrais découvrir plein de nouvelles choses, des nouvelles cultures, faire des rencontres. Alors bien sûr, dire faire des rencontres alors que moi je suis asociale, timide, renfermée, tout ce que vous voulez, c'est pas facile. Mais je sais pas, j'aimerais trop pouvoir voyager de ouf. Et mon rêve du coup, ce serait de pouvoir partir quand je veux, où je veux, sur un coup de tête, me dire ok, je vais faire une semaine là-bas, ok, je pars 3 mois ici. Ce serait incroyable. Et enfin, tenez bon, la dernière question que vous avez été énormément à me poser, c'est comment vas-tu? Comment vas-tu en ce moment? Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Tout ça. Alors déjà, vous êtes adorables, franchement trop chou. Et écoutez, en ce moment, ça va. Évidemment, je suis fatiguée, mais en fait, j'en suis à un stade où je suis tout le temps fatiguée, donc j'ai appris à laisser cette fatigue un peu dans un coin de mon esprit et continuer avec. Franchement, j'ai pas à me plaindre, je lis des bons livres, je mange bien. Bon, il fait un peu froid en ce moment, mais écoutez, quand je suis sous ma couette avec un bon bouquin, je revis. Ces derniers temps, j'ai pu pas mal voir mes parents, donc j'étais super contente de ça. Normalement, si tout va bien, je vais pouvoir passer Noël avec eux, donc c'est incroyable. De manière générale, ma famille et mes proches vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont en sécurité, et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Vous-même, vous savez que j'adore me plaindre pour plein de choses, et je dis pas que j'ai toujours tort de me plaindre, hein. Il y a des fois, je pense que je suis assez légitime pour me plaindre de certaines choses. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment pas à plaindre de ça. Enfin, ma vie, elle est quand même hyper cool. Elle a un confort certain. Je fais ce qui me plaît et pour ça, je suis très chanceuse. Je sais qu'il y a un mois compliqué qui arrive au taf parce que franchement, en décembre, si je ne pleure pas au moins 2 fois, c'est louche. Si je me fais pas insulter très souvent par les clients, c'est louche aussi. Donc je sais que ça va être compliqué, mais écoutez, pour le moment, je touche du bois, ça se passe plutôt bien. Et je sais que je vais être fatiguée, mais l'année dernière, en janvier, j'étais un zombie parce que toute la pression s'était accumulée et quand j'avais lâché, un zombie. Franchement, j'étais morte à l'intérieur. Donc je sais déjà que je peux tenir en décembre en étant à fond, même si le contre-coup arrive après. Et cette année, le contre-coup devrait arriver quand je suis en vacances. Et comme je pars en vacances pendant 3 semaines avec mes parents, on va voir ma famille, enfin ça va être incroyable. J'espère que le contre-coup sera un peu moins fort, tu vois. Donc franchement, si je dois répondre maintenant, ça va. Voilà, je me suis beaucoup trop étalée sur cette question qui est pourtant nécessité une réponse assez simple. Ça va et j'espère que vous ça va aussi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à en parler. Alors à moi si vous voulez, mais n'hésitez pas à en parler à quelqu'un parce que des fois rien que parler de ses problèmes ou de ses petits soucis à des proches, et bah ça nous aide. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Et voilà, sur ce, eh bien c'était la dernière question. Cette vidéo dure beaucoup trop longtemps, je le sais déjà. Je suis désolée, j'espère que vous avez tenu bon jusqu'au bout. Merci infiniment pour toutes vos questions, franchement c'était adorable de voir l'intérêt que vous portez à tout le travail que je fais. Ça me booste, vous avez pas idée. Encore une fois, je sais que j'ai déjà dit 14 fois, mais si jamais je n'ai pas répondu à votre question, ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent entre temps, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre des petits emojis cœur. Les couleurs que vous voulez, la forme que vous voulez, ce sera la continuité de la vidéo d'avant et ça symbolisera tout l'amour que j'ai pour vous. Encore une fois, merci pour vos questions. Je vous laisse du coup mettre votre petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!